8h37 sur l'antenne de Sud Radio ce matin, Annie Genevard, qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale, secrétaire générale des Républicains et députée du Doubs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Annie Genevard, rentrée parlementaire des députés LR à partir d'aujourd'hui à Aix-les-Bains. En Savoie, Aix-les-Bains, Michel Barnier connaît bien. Il connaît bien ce département. Alors j'ai une question très claire. D'abord, va-t-il venir ? Oh, j'en suis persuadée. Je suis persuadée que Michel Barnier, Premier ministre Les Républicains, sera des nôtres pour nos journées parlementaires de la droite républicaine. Alors, Michel Barnier, Premier ministre Les Républicains. Y aura-t-il des ministres Les Républicains dans le gouvernement de Michel Barnier ? Moi, je pense que nous sommes animés du souhait de le soutenir, de l'aider. Et donc, la logique veut que nous ayons des ministres vous auprès de lui. Vous allez participer à ce gouvernement ? Moi, je pense que c'est la logique des choses. Il faut le faire sur des bases claires. C'est ce qui est en train de se discuter avec le Premier ministre. Mais Michel est un homme qui a toujours été fidèle à sa famille politique, qui connaît parfaitement les termes du pacte législatif que nous avons mis sur la table. Et je suis persuadée qu'il sera attentif à nos propositions. Et donc, alors, je vous repose la question, est-ce que vous allez participer ? Je ne parle pas à titre personnel. Oui, bien entendu. Mais est-ce que les LR vont participer à ce gouvernement ? Moi, je pense que oui. Moi, je vous dis oui. La logique veut que nous participions au gouvernement. Ça n'aurait aucun sens que nous ayons un Premier ministre issu de nos rangs qui, évidemment, devra dépasser... Parce que Laurent Wauquiez n'était pas chaud. Je me souviens de ce qu'il disait il y a quelques semaines. Oui, mais il y a quelques semaines, la donne politique était différente. Lorsque nous avons vu que tout était bloqué, à l'issue des entretiens qu'on a eus avec le président de la République, aucune solution ne se dessinait. Il faut bien que la France soit gouvernée. Donc Laurent Wauquiez a été l'artisan du déblocage. Il a dit d'accord, on veut bien soutenir un candidat à Matignon, issu de nos rangs, mais sur des bases claires que sont les propositions du pacte législatif. Donc c'est ça qui nous a fait évoluer. C'est au fond, les Français n'auraient pas compris que, alors même qu'ils venaient désavouer la politique du président de la République, et que ils attendent des solutions parmi celles que nous proposons, que nous refusions l'obstacle. Enfin, ça n'avait aucun sens. On peut pas se dire parti de gouvernement et lorsque l'opportunité se présente, ne pas y aller. Donc on a fait ce choix en responsabilité, mais encore une fois, sur une base qui est claire. C'est pas pour continuer la politique, une politique du en même temps. Je vais revenir sur le pacte législatif proposé par les LR, par Laurent Wauquiez et la direction de votre parti, accepté donc par Michel Barnier. Que contient ce pacte législatif ? Nous allons en parler. Mais à titre personnel, Annie Genevard, est-ce que Michel Barnier vous a demandé de participer à son gouvernement ? Alors, non, je n'ai pas eu de proposition formelle. Je vois que mon nom circule... oui, au ministère de l'Éducation nationale. Mais est-ce un poste que vous accepteriez ? Ah, si la proposition m'en était faite, certainement. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur ces questions. Je pense que l'école est un enjeu majeur. On l'a identifié d'ailleurs dans le pacte législatif. C'est aussi ce qu'a rappelé Gabriel Attal. Oui, bien Michel sûr. Barnier. Oui, bien sûr. Et je comprends. Enfin, chaque candidat à la présidentielle a fait de l'école sa priorité. Oui. On connaît les problèmes de l'école aujourd'hui. Ce sont des sujets que je crois connaître. Oui. Et donc, je vais vous en parler à la fin de l'interview. J'y apporterai évidemment toute ma contribution, le cas échéant. Mais vous savez, c'est le Premier ministre qui décide en fonction d'équilibres qui sont complexes, on le sait bien. Donc je me garderai bien de dire oui, j'ai de bonnes chances. Non, c'est le Premier ministre qui décide. S'il juge que je peux être utile dans cette fonction, je l'accepterai avec enthousiasme et gravité. Et gravité. Bien. Annie Genevard, le pacte législatif, est-ce que Michel Barnier doit appliquer le pacte législatif, tout le pacte législatif présenté cet été par Laurent Wauquiez? Un pacte, c'est un document soumis à la délibération et à la discussion. C'est ça que ça veut dire pacte. Ça suppose un interlocuteur. Ça suppose de challenger nos propositions. Pardon pour cet anglicisme, je le retire immédiatement. Oui, surtout mais si vous êtes le futur ministre de l'Éducation. de soumettre nos propositions à la délibération collective. Alors, il y a des lignes rouges. On les a, elles sont connues. Nous ne voulons pas augmenter une fiscalité qui est déjà la plus élevée d'Europe.
Nous ne voulons pas que l'on touche aux pensions des retraités. Nous voulons améliorer la rémunération du travail, une meilleure reconnaissance du travail, un meilleur équilibrage entre la solidarité nationale et le travail. Nous ne voulons pas que soit aggravée la situation de l'immigration, qui est déjà bien difficile. Enfin bref, un certain nombre de lignes rouges et de priorités. Parce que, et c'est une chose que j'ai dite au président de la République lorsque nous l'avons vu, il faut des priorités. Dans la situation où se trouve notre pays, on peut pas aller tous azimuts, on peut pas se perdre et légiférer sur 1000 choses. Il faut se fixer des priorités. On sait quelques textes majeurs. Quelques textes majeurs. Et ne pas surlégiférer dans une assemblée nationale, et c'est la vice-présidente qui le dit, qui est très fracturée et soumise à des débats qui peuvent être très éruptifs. Donc il faut aller à l'essentiel. Bon, alors, allons à l'essentiel. Vous m'y conduisez. Maîtrise des flux migratoires. Oui. C'est ce que demande le pacte législatif, oui. Le pacte oui. de Laurent-Wauquiez, de LR, puisque c'est le oui. pacte de votre parti. Que demandez-vous? Maîtrise des flux migratoires, c'est vaste. Que demandez-vous précisément? Je ne sais pas moi, un moratoire sur l'entrée en France des immigrés. Je vous dis ça parce que Michel Barnier avait proposé cela en 2021. Est-ce que vous demandez ce moratoire? Alors, on sait que en matière d'immigration, il faut travailler sur les flux entrants. Aujourd'hui, beaucoup trop de personnes entrent sur notre territoire sans y être autorisées, et après, il est très difficile de les expulser. Donc, que l'on appelle ça moratoire ou qu'on durcisse, comme le fait l'Allemagne en ce moment, oui, qui durcit le franchissement. Est-ce que la France doit faire la même chose? La France doit impérativement donner un signal puissant à tous ceux qui veulent venir illégalement qu'ils ne sont pas, qu'on n'entre pas sur le territoire national à sa guise. Alors, on avait proposé un certain nombre de choses dans la loi immigration. Moi, je vais vous dire, cette loi immigration, nous l'avons travaillée très sérieusement avec des propositions puissantes destinées vraiment à changer le cours des choses et pas des mesurettes. Le gouvernement de l'époque, de Madame Borne, a tout accepté pour faire tout retoquer ensuite par le Conseil constitutionnel. Donc il y a un certain nombre de mesures que nous devons reprendre impérativement. J'en donnerai une, par exemple. Donc réécrire la loi immigration. Ou du moins la compléter, parce que tout ce qui a été censuré, beaucoup de mesures ont été censurées parce qu'elles n'étaient pas contenues dans le périmètre de la loi. Il faut simplement déterminer un périmètre de la loi qui permette de faire entrer un certain nombre de mesures. J'en citerai une. Le délit de séjour irrégulier, par exemple. Aujourd'hui, venir illégalement sur notre sol n'est pas un délit. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas poursuivre, qu'on n'a pas les moyens juridiques aujourd'hui de faire respecter l'entrée sur notre territoire. Une deuxième mesure, est-ce que les prestations sociales oui. pour lesquelles les personnes n'ont pas contribué doivent être accordées dès l'entrée des étrangers? C'est une question qui se pose. Par exemple, donc il faut instaurer un délai. Il y a un délai. Mais voilà un autre exemple. Et l'AME, nous proposons évidemment de la transformer, l'aide médicale d'État. Elle est aujourd'hui beaucoup trop large. Il faut la réduire à l'urgence, comme l'ont fait tous les pays, à l'exception de l'Espagne. Exemple que cite toujours la Macronie, mais l'Espagne est dirigée par un gouvernement de gauche qui, sur ces questions, a des positions totalement contraires aux nôtres. Donc il faut réduire le coût. Il faut réduire les coûts. Et l'immigration travail, qu'en faites-vous? Alors, parce que vous étiez très réticent, je me souviens. Alors que l'immigration travail, vous savez très bien qu'elle est utile. Jean-Jacques Bourdin, il faut regardons les chiffres. Il y a 5 millions de demandeurs d'emploi dans notre pays. 3 millions de chômeurs. Il faut déjà regarder attentivement, et c'est l'objet de la réforme de l'assurance, l'indemnisation du chômage, il faut regarder déjà dans cette main-d'œuvre qu'il faut pouvoir remettre au travail. Le travail, c'est vraiment un des mantras de la droite et on le réaffirme fortement. Oui, revalorisation du travail. Et donc, bien sûr qu'il y a une immigration de travail, mais il faut qu'elle soit strictement encadrée. D'ailleurs, on l'a strictement encadrée dans la loi. On ne peut pas non plus, au motif économique, venir sur notre sol. Voilà. Tout ça.
Je crois que le maître mot en matière d'immigration, c'est d'afficher quand même une position. Nous voulons réduire l'immigration parce que nous ne pouvons plus accueillir dignement les gens. Bien, Annie Genevard, vous voulez, avec Michel Barnier, appliquer une politique de droite. Que les choses soient claires. Il va falloir que vous trouviez une coalition quand même. Michel Barnier cherche une coalition, cherche un rassemblement pour composer son gouvernement. Vous voulez défendre les services publics, vous voulez stabiliser la dette. Sur la réforme des retraites, est-ce que vous me dites ce matin, il ne faut pas toucher à la réforme des retraites? Moi je dis, il ne faut pas... il ne faut pas toucher à la réforme des retraites, c'est-à-dire l'essentiel doit être conservé, qu'il puisse y avoir des ajustements à la marge, peut-être, qu'il y ait quelques trous dans la raquette, sans doute, mais il ne faut pas revenir sur cette réforme qui est indispensable pour protéger les retraites. Il n'y a pas 36 solutions. Soit vous diminuez les pensions, soit vous augmentez le temps de travail, soit vous augmentez les cotisations. Nous disons, il était normal qu'on augmente la durée du temps de travail, la durée parce que sinon, vous êtes obligé de baisser les pensions ou d'augmenter les cotisations. Et ça, c'est pas possible. Alors, j'écoutais Dominique de Villepin, qui vous disait, c'est inouï ce qui se passe en France. C'est inouï. Michel Barnier est issu d'un parti minoritaire, soutenu par le parti présidentiel, désavoué dans les urnes et adoubé par le RN que les Français n'ont pas voulu mettre au pouvoir. Voilà ce qu'il dit. La situation est inouïe. Dominique de Villepin, un ancien de chez vous. Vous savez, là où je partage son avis, il n'y a que la politique pour de tels retournements de situation. C'est vrai qu'il y a un mois... Il retourne sa veste, quoi, si j'ai bien compris. Ah non, je ne parle pas de Dominique de Villepin. Je dis le fait qu'en effet, les Républicains soient à Matignon, maintenant... En ayant fait moins de 5% à la présidentielle, avec 47 députés. Oui, mais fort aussi de l'opinion des Français, parce que les Français attendent des solutions de droite, toutes les enquêtes d'opinion le montrent. Et puis... Dominique de Villepin a quitté la politique depuis longtemps. Il a peut-être une appréciation qui n'est pas exactement celle qui conviendrait d'apporter. En ancien responsable de la droite, il ferait mieux d'encourager Michel Barnier à réussir, parce que je pense réellement que, et je le mesure aux réactions de l'opinion publique, Michel Barnier rassure, son expérience, sa stature, sa tenue aussi. L'idée que le débat politique peut avoir une certaine tenue, c'est important. Et puis, rompu aussi à l'exercice difficile de la négociation. Il l'a montré dans le passé avec le Brexit, mais pas que. Donc, je pense que les Français avaient besoin d'être rassurés. Il y avait une immense inquiétude qui traversait l'opinion publique après les législatives. Manuel Valls, au ministère de l'Immigration, ça vous va? Écoutez, Manuel Valls a toujours eu des positions, je dirais, assez claires en matière d'immigration. Il a compris, lui, avant tout le monde à gauche, que l'immigration était une difficulté. Soit on se réfugie dans une posture moralisante et on dit, mon Dieu, ne touchons pas à cette question. Et là, les mêmes déploreront la montée en puissance du RN. Moi, j'ai toujours considéré que les problèmes non résolus en matière d'immigration nourrissait le Rassemblement national, et donc il faut s'attaquer à cette question. D'ailleurs, mezzo voce, j'observe quand même que certains socialistes disent on s'est trompé sur l'immigration. Ils le disent, ils n'osent pas le dire publiquement, mais ils le savent au fond d'eux-mêmes. Annie Genevard, j'ai 3 questions encore. Les jours de carence. Est-ce qu'il faut, parce qu'il y a beaucoup d'arrêts de travail aujourd'hui, trop, est-ce qu'il faut augmenter le nombre de jours de carence? Moi, j'observe que quand il y avait un jour de carence dans la fonction publique, les arrêts de travail ont spectaculairement diminué. Donc il faut les augmenter. Moi, je pense qu'il faut déjà les rétablir pour ceux qui ont été supprimés. Un jour. Il faudrait passer à 2-3 jours de carence. Écoutez, en tout cas, il est clair aujourd'hui qu'on a un sujet arrêt de travail. Énorme. Les arrêts de travail ont spectaculairement augmenté. Je ne peux pas croire que tous les employeurs soient devenus tout à coup maltraitants et que ça justifie ainsi une explosion des arrêts de travail. Donc moi je pense que les jours de carence, ils ont démontré qu'ils avaient un effet sur effectivement les arrêts de travail.
Alors il faut évidemment regarder les situations humaines, naturellement, mais peut-être y a-t-il des prescriptions un peu trop laxistes en matière d'arrêt de travail. Il faut, sans stigmatiser les médecins, mais il y a des médecins qui prescrivent plus facilement que d'autres, il faut y regarder de plus près. Il faut considérer que la solidarité nationale n'est pas indue, elle est le fruit de l'effort des Français, et donc soyons, si on veut pérenniser le système, et aujourd'hui c'est sa pérennité qui est en cause, parce que on ne sait plus financer. La sécurité sociale a accru son déficit. Enfin, la situation est grave quand même aujourd'hui. La situation financière est grave. Oui. Ça suppose quand même l'effort de chacun. Oui. Et donc, moi, je ne suis pas choquée par le principe des jours de carence. D'augmenter le nombre de jours de carence. S'il faut en passer par une augmentation raisonnable, pourquoi pas. Mais j'ajoute, j'insiste, il faut les rétablir là où ils ont été supprimés et où ils avaient fait leurs preuves. Bien. Ministre de l'Éducation nationale, comment auriez-vous réagi devant ce qui s'est passé à Paris, dans le 15e arrondissement, une enseignante accusée d'avoir porté la main sur une enfant de 3 ans? Bon, d'abord, les faits sont choquants, évidemment. Une petite fille de 3 ans qui vient d'arriver à l'école. Oui, qui vient d'arriver en maternelle. Et on sait que bon, les enfants sont perturbés. Ça pleure, ça crie. C'est sans doute, une situation qui a échappé au contrôle de cette enseignante. C'est inadmissible. Ça doit être naturellement sanctionné sévèrement. Un si jeune enfant frappé ainsi, c'est inadmissible. Maintenant, je me garderais bien de porter un jugement global sur l'école en disant c'est une honte pour l'école. Non, ça reste un fait isolé. Grâce à Dieu. Donc cette enseignante aura à s'en expliquer parce que c'est en effet inacceptable. Et elle doit s'en expliquer. Question d'éducation aussi, Annie Genevard. Le Conseil économique, social et environnemental, présidé par Thierry Baudet, appelle à diffuser largement l'éducation à la sexualité, précisément à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans les milieux fréquentés par les jeunes, et notamment, évidemment, à l'école, au collège et au lycée. Un programme a été engagé, mais le programme n'est pas encore appliqué. Que dites-vous sur le sujet? Alors, que répondez-vous au Conseil économique, social et environnemental? Alors, moi, d'abord, je voudrais dire que lorsqu'on a évoqué cette question à la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, j'avais insisté pour qu'on ajoute effectivement la vie affective, parce que la sexualité a à voir avec la vie affective, précisément. Je pense également qu'il ne faut pas livrer trop jeunes des enfants à cet enseignement, parce que comment est-il fait? Pas à l'école. À l'école, sans doute faut-il le faire, mais pas en veillant bien à la façon dont c'est fait. Il y a des messages, n'importe quel message en matière d'éducation à la sexualité ne peut pas être fait à n'importe quel âge. Et moi, je pense que... Un programme a été publié, vous l'avez vu, par le Conseil supérieur des programmes, qui donne des orientations. Par exemple, à l'école, la découverte du corps. Oui, mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas choquant en soi. Je pense que... Au collège, le changement du corps à la puberté, expliquer pourquoi le corps change à la puberté. Bien sûr, ça reste dans l'ordre du... Et expliquer les dangers de la pornographie. Alors ça, la pornographie est un immense défi. C'est un immense défi. Lutter contre la pornographie est une mesure... est un objectif absolument essentiel, et je pense que en effet l'éducation à la vie affective et à la sexualité doit s'accompagner d'une prévention de l'exposition à la pornographie, parce que ça fait des ravages. Les psychiatres parlent d'effraction psychologique, donc c'est gravissime. Et quand on regarde les chiffres, ils sont absolument affolant. Donc, que à l'occasion de l'éducation à la sexualité, à la vie affective, on puisse évoquer la question de la pornographie, me semble tout à fait essentiel, en effet. Bien. Mais pour ne pas heurter les enfants, il ne faut pas non plus les exposer trop tôt à des images dans le cadre d'un enseignement qui serait mal calibré. Donc, il faut bien choisir ce qu'on dit et à quel âge on le dit.
Bien, Annie Genevard, j'ai une dernière question. L'Australie a décidé d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 14 ans. Est-ce que vous êtes favorable à cette idée? Bon, vous le savez, j'ai fait plusieurs propositions sur l'exposition aux écrans. Et c'est une question de santé publique et mentale. Donc, toutes les mesures qui viseraient à diminuer l'exposition des jeunes aux écrans, des enfants et des jeunes aux écrans, me semblent de bonne loi. Vous seriez favorable à une telle mesure? Moi, je suis favorable à une interdiction pure et simple avant 3 ans, ça c'est clair. Et je suis favorable à ce qu'on réduise, donc interdiction au collège et au lycée, à l'école. De façon générale à l'école, sauf quand c'est inclus dans les enseignements. Et puis les réseaux sociaux, l'interdiction pure et simple, il faut veiller à la rendre effective, parce que vrai. Et on peut pas passer d'un hyperlibéralisme en la matière à une interdiction pure et simple. Il y a certainement des paliers intermédiaires qu'il faut travailler avec les parents et les jeunes, les associations familiales, parce que tout le monde n'a pas le même niveau de conscience de la dangerosité des écrans, et donc il y a une éducation puissante à faire en la matière. C'est très important. Bien, merci beaucoup Annie Genevard d'être venue nous voir ce matin. Vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Patrick Roger va prendre l'antenne juste après les infos.